particulièrement flattée et ravie d'être là et d'essayer de donner peut-être quelques contrepoints, mais en vérité pas tant que ça, parce que je pense que je vais redire un certain nombre de choses que Xavier vient de dire, même avec un prisme légèrement différent. Et je voudrais commencer par une anecdote, par des anecdotes. Je ne sais pas comment on fait pour... Hop, voilà. Et en fait, on est sur la même filiation parce qu'on parlait de Depardon. Et Depardon avait fait également un film documentaire qui s'appelle Délit flagrant. C'est un film de 1994 qu'il a tourné dans la 8e section du Palais de Justice à Paris, et il y a une longue série d'interrogatoires en plan fixe de personnes donc, qui sont pris en délit flagrant. Et ce que je vais vous raconter, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée, c'est que parmi les différents prévenus, il y avait un joueur de bonneteau. Et voilà, donc ce joueur de bonneteau. Et un jour, je suis sur le boulevard Barbès, quelques mois après avoir vu le film, et je vois le joueur de bonneteau. Et je vois le joueur de bonneteau, et de façon très stupide, je me dis, je ne me rends pas compte exactement de pourquoi je le connais, et je le reconnais, je me dis, mais je vous ai vu déjà quelque part. Et le type m'insulte, en fait, bien sûr, parce qu'il n'a absolument pas envie qu'on le starifie. Donc, première anecdote. Deuxième anecdote, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Ni juge ni soumise, qui est fait par les gens de striptease. Et c'est un film assez particulier. Il y a un moment une scène relative à un infanticide. Et je sors du cinéma et j'écoute les réactions des personnes qui sont là, qui ont vu le film. Et j'entends une dame dire « Oh, la mère, elle en fait un peu trop ». Et je me tourne vers elle et je lui dis « Mais ça n'est pas de la fiction ». Alors, ces deux anecdotes, pourquoi ? Parce que ces deux situations m'ont interpellée précisément sur cette porosité ou ce décalage ou ce malaise que l'on a à envisager, y compris dans la forme documentaire, la mise en spectacle du droit, puisque en fait ça fait un effet de décalage par rapport au réel qui fait qu'on ne sait plus, on est dans une confusion. Savoir si véritablement cette scène existe en tant que scène juridique ou si elle s'apparente de par l'objet, de par l'outil utilisé à un autre champ, à un champ de l'irréel, à un champ de la fiction, à un champ du construit. Et ce malaise me conduit à directement vous dire ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, je ne crois pas, et j'adhère à ce qui a été dit par Robert Badinter, mais comment pourrait-on ne pas adhérer la fiction et le spectacle ne sont pas nécessairement les amis du droit, si le droit doit produire des effets de réel. Voilà, mais avant d'arriver à la conclusion, je voudrais quand même qu'on fasse un petit cheminement méthodologique et passer par les termes du sujet. Alors, bien sûr que moi aussi, je vais reprendre cette dualité, le droit en tant qu'objet de spectacle, le spectacle au sein du droit, mais peut-être de façon un petit peu différente. On définit toujours les termes du sujet. Je vous épargne la tentative de définition du droit. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Ça nous retiendrait un peu plus longtemps. Donc, on va plutôt s'appesantir sur la définition du spectacle. J'ai rapidement fait une recherche dans Légifrance. Il apparaît que l'occurrence spectacle surgit dans 1220 articles répertoriés dans 29 codes. Je n'ai pas, l'honnêteté me pousse à le dire, eu le temps de lire les 1220 articles, mais au terme d'une rapide lecture, je n'ai pas vu de définition du terme spectacle dans les différents textes qui en font état. On parle d'entrepreneurs de spectacle, de lieux de spectacle utilisant des animaux, enfin il y a toutes sortes de déclinaisons du spectacle, mais à ma connaissance, pas de définition proprement juridique du terme spectacle. Donc si l'on doit confronter droit et spectacle, il faut forcément sortir du périmètre du droit et de la terminologie du droit elle-même pour envisager le sens commun de spectacle. Alors, dans ce cas-là, je
saute sur le site du CNRTL, qui est ma Bible absolue, et je regarde quelles sont les différentes définitions du terme spectacle. Et la première acception, elle est simple, c'est ce qui se présente au regard, vue d'ensemble, qui attire l'attention et ou éveille des réactions. Ainsi, ce qui fait spectacle est d'abord destiné à être vu. En anglais, d'ailleurs, le terme spectacles, ça veut dire des lunettes. C'est ce qui permet de voir, c'est ce qui se révèle. Donc le spectacle, c'est d'abord ce qui se révèle au sens humain de la vision. Alors, on peut probablement élargir dès maintenant un petit peu la fenêtre de tir en disant que ce qui fait spectacle peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est écouté, de ce qui est entendu, mais on a plus de mal avec d'autres sens. Hein. Ce qui fait spectacle, est-ce que c'est ce qui peut être touché, est-ce qui peut être senti ou goûté? On voit bien que le terme spectacle, il ne touche pas la réception par l'ensemble des sens, mais par essentiellement le sens de la vision. Et donc ça va faire appel à la capacité de visibilité, on en a parlé tout à l'heure du droit. D'abord, donc le spectacle défini comme quelque chose qui a trait au regard, mais vous l'avez noté, dans la définition, il n'y a pas seulement le terme de regard, il y a le terme de réaction. La réaction de la part de la personne qui regarde. Et donc, Xavier en a fait état, et je ne vais pas trop développer la dimension émotionnelle ici, puisqu'il l'a fait abondamment, mais bien sûr qu'on recherche, dans cette réaction, dans le spectacle, on recherche essentiellement l'émotion du sujet. Et la réaction est indissociable de l'objet regardé, et en fait, on peut dire que le spectacle, c'est cet entre-deux, entre l'objet et le sujet qui regarde. Donc il y a cette binarité, objet-sujet, qui détermine la notion de spectacle. Ensuite, si on regarde toujours dans les définitions du CNRTL, il y a une définition qui est un peu plus fondée sur les pratiques artistiques, on va dire. On parle de représentation, de théâtre, de danse, de cinéma, d'opéra, de numéros de variété qui est donné en public, où l'on déploie une mise en scène, des effets impressionnants, importants. Et là, on voit que ça n'est plus le spectacle d'une tempête, d'un phénomène naturel, c'est un spectacle où la réaction est déterminée, provoquée par l'intervention humaine, laquelle cherche à impressionner le public. Le cas échéant, en amplifiant artificiellement certaines dimensions de la scène qui se joue pour attirer l'attention, pour susciter la réaction. Et d'ailleurs, dans cette logique, la traduction idoine en anglais, c'est le terme show, un spectacle. Mais show, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire montrer quelque chose. Donc, en fait, il y a ici une nouvelle dimension, c'est une forme d'intermédiation par une personne tiers qui va se situer entre l'objet regardé et le sujet regardant pour dire il faut regarder là comme ceci, de cette manière, et qui va jouer le rôle du prisme par lequel la situation, l'événement, l'objet doit être regardé. Et on a d'ailleurs, ça fait appel, cette deuxième définition qui fait appel à la notion de représentation, laquelle s'entend de quelque chose, de l'action de rendre quelque chose présent à quelqu'un, en montrant, en faisant savoir, le cas échéant sous la forme d'un substitut ou en recourant à un artifice. Donc le terme de représentation, il est très intéressant ici puisqu'il nous donne deux indications. L'idée de la coprésence, je rends présent à quelque chose, mais aussi l'idée d'un éventuel décalage de cette présence vers la fiction. C'est-à-dire, représenter, c'est aussi peut-être tricher, c'est-à-dire faire semblant qu'une chose est présente, présenter la chose comme si elle était présente grâce à un certain nombre d'artifices. Et d'ailleurs, cette idée que l'action vient du tiers, elle est corroborée aussi par le fait que le spectateur, là encore une fois dans une acception classique du terme, il est dans une posture passive. Je suis spectateur d'une situation, c'est-à-dire que je n'interviens pas dans cette situation, je la regarde, je suis extérieur à cette situation. Enfin, et toujours dans les éléments notionnels, je dirais rapidement, c'est l'existence de la présence et l'existence d'un public.
puis il y a cette idée de public que Xavier évoquait tout à l'heure. Ces notions de public, de représentation, font évidemment écho à un domaine que je connais bien, qui est la propriété littéraire artistique, puisqu'il y a un droit de représentation. Et historiquement, on sait très bien que le droit de représentation, il a été conçu dans le cadre de la représentation théâtrale, donc avec cette unité de lieu, d'action, et cette simultanéité, enfin, le public étant présent au moment où se passe l'action. Et au fur et à mesure de l'évolution technologique, on a vu une prise de distance à la fois géographique et temporelle, puisque aujourd'hui, la représentation, elle peut se faire via des enregistrements de façon différée. Elle peut se faire de l'endroit où chacun se situe en accédant à Internet. Donc en fait, il y a un éclatement spatio-temporel de la notion de public qui, aujourd'hui, évidemment, se traduit en droit d'auteur par une évolution du droit, mais qui peut-être nous interpelle sur, finalement, qu'est-ce que c'est que cette représentation dès lors qu'elle peut jaillir en dehors de l'enceinte dans laquelle se réalise l'acte juridique, le procès par exemple, avec la capacité ou non de faire sortir le procès des murs du prétoire. Alors en somme, et pour finir cette très longue introduction, mais rassurez-vous, j'irai beaucoup plus vite sur la suite, parce que... Ouais, c'est même temps de parole. Non, c'était l'idée d'envisager des notions. Le spectacle exprime donc un rapport entre l'objet regardé et le regardant, lequel est parfois intermédié par l'intervention d'une autre personne qui va en fixer les conditions de la représentation, laquelle mise en forme peut conduire à un déplacement du réel vers l'espace fictionnel. Et enfin, la technologie permet de donner une expérience différée et distante de la présence. Donc, si on s'appuie sur ces définitions, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, excusez-moi, voilà, j'ai oublié de faire passer le PowerPoint, le droit objet d'un regard, que d'abord le droit est l'objet d'un regard. Si le droit est un spectacle, alors il doit être objet d'un regard. Et puis, si le droit est un spectacle, il est aussi éventuellement le produit d'une mise en scène. Les deux choses s'entrechoquent, se cumulent le cas échéant, mais pas nécessairement. Il peut y avoir juste une mise en regard, et puis il peut y avoir une mise en scène. Alors, pour ce qui est de la mise en regard, les deux questions qu'on peut se poser à propos de cette mise en regard, c'est qu'est-ce qui peut ou qui doit être regardé dans le droit? Qu'est-ce qui fait que le droit doit être visible? La logique de transparence dont on nous rabat les oreilles régulièrement, est-ce qu'elle est nécessairement applicable à tous les spectres du droit, tous les champs du droit? On la présente comme une garantie démocratique essentielle, la transparence, et bien évidemment, on pense aussi que la visibilité du droit participe de sa réalisation. Il y a une logique un peu performative. C'est parce que le droit est connu qu'il peut être appliqué. Hein, nul n'est censé ignorer la loi. C'est cette logique-là, c'est véritablement ce qui est visible peut être appliqué et peut faire l'objet d'une règle juridique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que ce n'est que ce qui est vu? Est-ce que ça doit être aussi ce qui est écouté, ce qui est entendu, ce qui est touché? Je le disais tout à l'heure, la perceptibilité, la perception sensible du droit doit-elle seulement passer par la vision? Ensuite, est-ce que véritablement, quand on parle de visibilité, on parle d'une visibilité qui est d'ordre contemplatif, ou lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, on dit autre chose que vous devez contempler la règle, vous devez appliquer la règle, vous devez la comprendre, l'intérioriser. Vous n'êtes pas le spectateur passif, vous participez de la réalisation du droit.
Alors, on peut se dire qu'il y a des lieux qui sont plus ou moins exposés. Le droit peut s'exposer, en fait. Le droit peut s'exposer sous la forme, alors c'est pas un spectacle à proprement parler, mais il y a une mise en œuvre spatiale du droit par des avertissements, des affichages, des panneaux de signalisation. Alors, vous savez, je participe à un groupe qui se réunit régulièrement dans ces mêmes locaux qui s'appelle l'Oudropo, et à l'ouvroir de droit potentiel. Et au sein de l'Oudropo, on a une petite passion, c'est qu'on s'échange sur un groupe WhatsApp des panneaux. Et donc voilà, je voulais vous faire part d'un certain nombre de panneaux qui nous interpellent. Là, c'en est un de panneaux de stationnement à Montréal. Et ça suppose une grammaire assez sophistiquée pour savoir si on peut stationner ou pas stationner. J'étais assez interloquée quand mon ami me dit « Mais oui, là, on peut se poser. » Je dis « Ah bon, comment est-ce que tu peux savoir ça ?» Là, il y a un très joli panneau qui montre qu'à un moment, le droit qui énonce un danger peut devenir angélique. Enfin, voilà. Et en fait, ce droit qui est plus ou moins exposé, il y a des cercles concentriques de visibilité. Il y a des choses qui doivent être visibles. Et, pardon, avant de faire ça, on va rester à celui-là. Il y a des choses qui doivent être visibles, et dans ces choses qui doivent être visibles, il y a des questions relatives, par exemple, à la transparence de l'action publique. Beaucoup de réflexions sur le fait que l'État, lorsqu'il agit, doit montrer ce qu'il fait. La publicité est aussi essentielle dans le procès, mais elle est aussi essentielle dans les débats parlementaires. Ça fait quand même, dans l'article 33 de la Constitution prévoit que les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, et vous le savez que les débats sont retransmis en direct via les moyens de communication audiovisuelle. Donc ici, on a clairement déterminé que cet endroit de production du droit doit être visible, éminemment visible, le plus largement possible visible grâce à des moyens technologiques idoines. Cette publicité des débats, on la retrouve également, enfin cette publicité ou cette idée de la publicité, on la retrouve également dans les débats judiciaires, mais dans les débats judiciaires, la règle qui a été fixée par la Constitution du 5 Fructidor de l'an 2, eh bien, elle fait l'objet d'un certain nombre de discussions sur le périmètre de cette visibilité. Tout n'est pas visible. Tout le procès ne doit pas être visible. Ce qui est visible, ce sont les débats, et encore, il peut y avoir, par décision du tribunal, le huis clos, parce qu'il faut concilier avec certains intérêts, la protection des mineurs, la protection de la vie privée. Donc ici, le périmètre de la visibilité réduit à mesure que d'autres facteurs s'imposent. Et puis, on a aussi le secret qui apparaît, le secret du délibéré. Et c'était ça, le secret du délibéré. Il y a par exemple une décision du tribunal correctionnel de Meaux de novembre 2013 qui avait condamné une personne pour violation du secret du délibéré. Ce qui s'est dit là ne doit pas être communiqué au public, ne doit pas être dit, parce qu'il faut préserver le secret. Et il y a un certain nombre de lieux du droit dans lesquels c'est le secret que l'on privilégie. C'est donc la non-visibilité, l'invisibilité. Évidemment, on parle du secret des affaires, secret du délibéré, mais aussi dans le contrat. Le contrat, c'est l'affaire des parties, finalement. Il n'y a pas d'extériorisation nécessaire. Il n'y a pas de mise en scène nécessaire du contrat, sauf lorsqu'il y a des formes sacramentelles, sauf lorsqu'il y a des enjeux d'opposabilité au tiers. Mais si on reste dans le champ de l'intime, eh bien, le droit préserve l'intime et soustrait du regard. Donc, il y a des lieux qui sont occultes ou qui sont peu exposés. Sur l'histoire du secret du délibéré, je vous renvoie au souvenir de la cour d'assises d'André Gide, qui explique, puisqu'il a été à un moment juré d'assises, ô combien il lui était difficile de se déterminer et ô combien il était difficile de ne pas communiquer autour de sa fonction. Alors, par qui le droit doit-il être regardé ? Qui est sujet? Qui est le spectateur? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'il doit être visible très largement? Est-ce que le droit doit être visible par tous?
en vertu de l'argument démocratique, ou est-ce qu'il doit être visible de certains seulement? Et là, ça serait un argument d'autorité, un argument de spécialiste. Finalement, c'est bien que le droit soit connu, mais il soit connu, montré à ceux qui savent l'interpréter. Sinon, ce n'est pas utile. Alors, quel est le bon degré de diffusion, en fait, du spectacle du droit? Le droit doit-il... est-ce que... En fait, la grande question que je me pose, c'est est-ce que le sujet de droit est spectateur de droit? Est-ce que lorsque je suis impliquée moi-même dans la réalisation du droit, je peux en être le spectateur? Ou est-ce que je suis nécessairement acteur? Et étant acteur, je ne peux pas m'extirper de cette fonction. C'est une question que j'ouvre à la discussion pour tout à l'heure, puisqu'on a parlé de passivité tout à l'heure. On a dit, mais finalement, le spectateur, il est dans un rôle passif. Donc, dès lors qu'il est impliqué, il n'est plus véritablement spectateur, il est plutôt acteur. Mais c'est quand même un peu compliqué parce qu'on cherche aussi la réaction du spectateur. Donc, on ne veut pas un spectateur complètement passif. Il faut bien qu'il agisse. Il a une forme d'action, mais c'est une forme d'action qui, normalement, ne bouleverse pas ce qui est en train de se faire. La question se pose dès lors de savoir si on s'échappe de la figure passive du spectateur pour appréhender un spectateur avec lequel il y a davantage d'interactivité. Un spectateur, en fait, pour lequel il y a un va-et-vient permanent entre la réalisation du droit et le regard du droit. Est-ce que je peux à la fois être sujet de droit et avoir la distance suffisante pour contempler le droit qui est en train de se faire, même si j'en suis également, même si je suis également impliquée. Alors, il y a dans les cercles concentriques, il y a différents rangs pour les spectateurs du droit. Il y en a un qui est nous, en fait. La doctrine, nous sommes censés... Alors là, vous connaissez le jurisconsulte de Kaamelott, pour ceux qui ont des références très poussées. La doctrine est à la fois spectatrice du droit, clairement spectatrice du droit, observatrice du droit, critique du spectacle du droit, mais alors là on peut aussi discuter pendant longtemps, elle est également pour certains, en tout cas, une source de production du droit, donc elle n'est pas complètement étrangère, elle n'est pas complètement distanciée dès lors qu'elle participe aussi à la réalisation. On peut penser à d'autres acteurs qui sont plus ou moins distants, par exemple la presse, le rôle des chroniqueurs judiciaires qui sont, eux, des spectateurs qui rendent compte du théâtre du droit à un public qui n'est pas celui qui est présent dans le prétoire, qui ont cette fonction d'élargissement du champ d'application du spectacle du droit. Il y a des observateurs encore plus distants, c'est les badauds, ceux qui regardent par exemple la dernière exécution capitale qui a eu lieu à Versailles, 17 juin 1939, Eugène Weidemann guillotiné en place publique. Ça a donné lieu à un certain nombre d'échauffourées qui ont conduit d'ailleurs à arrêter cette pratique de l'exécution en place publique. Alors très rapidement, il y a évidemment la deuxième partie qui est le droit qui serait produit d'une mise en scène. On l'a dit, je n'y reviens pas, le droit a évidemment une dimension spectaculaire. Le droit cherche l'apparat, la pompe, le cérémonial, la solennité, les formules sacramentelles, les lieux, la beauté des lieux, les ors de la République, les ors de la cour d'assises. Donc tout se joue ici autour d'un décor, de costumes, d'une dramaturgie qui est propre au droit et qui s'entend comme tel, qui se revendique comme tel. Il faut qu'il y ait ici quelque chose d'exceptionnel dans certains lieux d'application du droit. Il y a une dramaturgie, on l'a dit, dans la construction, dans le déroulement du procès. Il y a un décalage avec le réel, on incarne quelque chose. Et il y a ce décalage
maquillage, et il y a même la possibilité de jouer de l'artifice. Je voulais juste vous citer le fameux le coup du rideau, procédure qui peut s'opérer où à plusieurs reprises il est arrivé que des députés se planquent derrière les rideaux de l'Assemblée nationale au moment d'un vote de nuit pour faire penser à la majorité qu'ils ont la majorité, alors qu'en fait ils vont arriver et voter pour mettre la majorité en minorité. Ça, c'est typiquement le coup du rideau, c'est finalement une dramaturgie de coup de théâtre. Alors, donc, il y a une dramaturgie propre au droit, une mise en scène intrinsèque par les acteurs du droit, on l'a évoqué à l'instant. Il y a évidemment une mise en scène du droit par des tiers, et là c'est finalement l'ensemble des artistes, des personnes qui souhaitent faire du droit un objet de spectacle avec tous les dangers qu'on a évoqués en préambule. Et pour finir, je voudrais juste vous montrer quelques images, puisque en fait, si le droit est un spectacle, je me suis posé la question de finalement quel type de spectacle c'est. Alors là, je vais vous épargner parce que j'ai pas le temps, mais ça c'est une machine que nous avions fait à l'Oudrepo à Montréal l'année dernière, où en fait on met par des techniques d'improvisation théâtrale le droit comme un objet théâtral lui-même. Si on cherche le droit en tant que théâtre, c'est relativement évident, on a parlé du droit en tant que cinéma aussi. Le droit en tant que danse, c'est un peu plus compliqué. Dans quelle mesure est-ce que le droit peut être un espace dansé, peut-être un espace corporel? Alors, voilà. J'avais trouvé ça, je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne peux pas le lancer, donc c'est vraiment dommage, mais c'est Jacques Tati qui fait la différence entre un policier anglais qui fait la circulation et qui est très digne dans sa manière d'indiquer la direction, voilà, qui fait un geste comme ça très, très ample, et puis après il y a le policier français qui est là, qui fait n'importe quoi avec ses mains, c'est assez hilarant. Tout ça pour dire qu'il y a une dimension qui me semble singulièrement écarté du droit, c'est clairement pas comment on appelle ça, un one-man show, un stand-up. On a quand même un rapport à l'humour en droit, et donc le spectacle vivant des humoristes est très difficile à rapprocher de la figure juridique, parce que souvent, en fait, le droit se prend très au sérieux. Pour finir, et juste pour finir, là, il y avait un certain nombre de citations de films qui mettent en scène le cinéma. Je voulais juste finir là-dessus. C'est qu'à 11 ans, j'ai vu Le Pullover rouge au cinéma. Et ça a été un grand choc dans ma vie. C'était donc l'histoire du dernier condamné à mort. Et je crois que c'est pour ça que je suis devenue professeuse de droit. Parce que finalement, ce film m'a beaucoup marqué. Alors peut-être qu'en fait, le spectacle du droit, il est peut-être dangereux dès lors qu'il déplace vers le réel, mais il a peut-être cette fonction d'inspirer les gens à faire du droit. Et c'est pas si mal, finalement. Voilà.